Bonjour YouTube, c'est Daimon. Est-ce que vous avez eu assez de Star Wars ces derniers temps? Est-ce que vous êtes rassasié? Est-ce que vous en voulez encore? Bah tant pis, on va parler aujourd'hui de Star Wars Andor. Andor est une série créée par Tony Gilroy, déjà derrière le scénario de Rogue One et d'autres films plus ou moins cool, dont Andor est la prequel, et qui fera 2 saisons de 12 épisodes chacune. Andor narre les aventures du personnage éponyme Cassian Andor, qui va se retrouver à la faveur des événements à intégrer la résistance à l'Empire. On parle d'un budget de plusieurs centaines de millions de dollars, entre 15 et 25 par épisode, suivant les sources que j'ai trouvées. Malheureusement, ce budget est gâché par des choix woke, on va bien finir par en trouver, ce qui rend automatiquement cette série abominable et indigne d'intérêt. Commençons par les points positifs. C'est plutôt beau sans être renversant. Certains décors sont impressionnants, vertigineux même, mais ça ne nous raconte pas nécessairement quelque chose à chaque fois. Quant à l'interprétation, elle est convenable, même si aucun rôle ne permet aux acteurs de franchement briller pour le moment. Mention honorable tout de même à Fiona Shaw dans le rôle de Marva. Autre point positif, Bix, qui, outre son nom marrant, est un personnage mystérieux mais au potentiel intéressant. Pour du Star Wars, c'est aussi moins manichéen qu'à l'accoutumée. Alors j'ai entendu d'autres youtubeurs, par exemple Dirty Tommy, critiquer ce point, c'est pas Star Wars si c'est pas vraiment manichéen, mais j'ai aimé que les forces de sécurité fassent juste leur travail, pour la plupart d'entre eux sans excès de zèle, et de leur point de vue, ils viennent de subir 2 meurtres dans leur rang. L'inspecteur parle de justice plutôt que d'ordre, le choix des mots est important. Dernier point positif, et je sais que ça fait peu, la baston de l'épisode 3, sans trop en dire, on est dans une zone sans spoiler. C'est une baston qui est plutôt cool, plutôt longue, même si c'est la seule scène où ça bouge un peu en plus d'1h30 tout de même. Abordons les points négatifs, il y a pas mal de lenteur, pour pas dire qu'on se fait chier dans ces 3 premiers épisodes. Les flashbacks sont étrangement disposés, alors il y a des moments où c'est malin, où ça donne écho au présent, il y a des moments où c'est juste un petit peu perturbant, au point que je me suis un moment demandé s'il s'agissait bien de flashbacks, même si la première coupure, le premier montage nous montre bien qu'on parle toujours de Cassian, mais le montage comme le vieillissement de Marva m'ont mis le doute sur le coup. J'ai aussi trouvé dommage que le contexte politique et galactique teasé dans le trailer soit pour le moment aux abonnés absents, le récit démarre donc avec un point de vue plus resserré qu'attendu. Là je vous avoue que j'avais pas prévu ce genre de point positif dans un Star Wars, mais l'OST n'a rien de remarquable. Merde, même Boba Fett avait un thème musical marquant les gars. Et donc bien sûr, ce point qui ne dérangera pas nécessairement tout le monde, mais l'intrigue comme le rythme commence à décoller seulement à l'épisode 3, on aurait aimé que le tout soit davantage ramassé, davantage compact. Et maintenant on va gueuler sur des trucs random pour le plaisir. Le plus gros problème, c'est ce duo de héros, incarné par Diego Luna et Adria Arjona, déjà qui ont des noms à consonance hispanique. Alors je sais pas s'ils sont trop mat de peau pour être considérés comme blancs, mais dans le doute, je vais dire que c'est insupportable de wokisme pour faire plus de vues, ça marche à chaque fois. J'en ai marre de cet agenda politique, de ce cahier des charges insupportable à vouloir mettre des minorités partout. Et c'est dommage, ça partait bien avec un héros quasi blanc, cisgenre, apparemment hétérosexuel. Hélas, l'acteur est moins musclé qu'un personnage badass des années 80 et il est né à Mexico. Mexico, putain! Mexico! Ensuite, il y a un gros problème avec ce personnage de Bix. Cette Marisou qui entreprend des choses au lieu de rester à la maison, faire le ménage ou s'occuper des enfants. J'en peux plus, moi, de ces fictions qui nous font croire que les femmes sont capables d'autre chose que de pondre des gamins et repasser nos slips laser. Et nous allons arriver en zone spoilers avec des arrêts sur image de points qui m'ont interpellé. Donc si vous n'avez pas encore vu les 3 épisodes, je vous donne rendez-vous en conclusion. Vous voyez dans la barre de défilement YouTube la section conclusion à la fin de la vidéo, vous avez juste à cliquer dessus. Alors l'avantage de la lenteur du récit, c'est que je vais pas avoir grand chose à commenter, donc moins de travail pour moi, donc merci Disney+. On débute sur Morlana One, 5 ans avant la bataille de Yavin, pour suivre Cassian Andor qu'on avait vu dans Rogue One. Alors certains disent oui, c'était pas lui le plus intéressant de Rogue One, bah je sais pas, en tout cas il était dispo à ce moment-là. Au début j'avais tellement rien suivi que j'avais cru qu'on allait sur la lune forestière des Ewoks, mais non, Endor c'est juste son nom, et en plus je crois que la lune des Ewoks c'est Endor avec un E. Donc voilà, c'est Endor qui va devenir un résistant. Au début, je sais pas, c'est une sorte de ferrailleur qui a des combines, qui est à la recherche d'une fille de Kenari. On supposera assez rapidement qu'il s'agit de sa sœur.
Notre protagoniste va se retrouver dans les quartiers chauds de la ville pour passer dans une ruelle avec, j'imagine que c'est des équivalents Star Wars-esques des prostituées belges qu'on met en vitrine. Alors, et le mec là à droite, il me fait un peu peur, il a un bandana, une moustache, on dirait moitié pirate, moitié Freddie Mercury, et il a l'air armé, non ? Non, je sais pas si c'est juste son futal ou s'il a une lame de couteau, mais cette personne me fait peur. Au lieu de nous refaire le même coup qu'à chaque fois, vous savez, la cantina bondée avec l'orchestre en train de jouer, le défilé de toutes les espèces qui existent dans la galaxie de Star Wars, bah là on a juste un club qui est relativement désert, avec, pour ce qu'on en sait des humains, même si la madame elle a une coupe de cheveux très très aplatie, bon au moins ça change. Tout le monde dit oui, c'est plus adulte, plus sombre, plus noir. Bon, bah voilà, j'imagine que ça participe à cette ambiance, le fait que ce soit un club qui fasse un petit peu malfamé avec des... Voilà, ça a pas l'air d'être un endroit pour les gamins. Vous me direz, théoriquement, la cantina de Tatooine, quand Luke il se pointe dedans, on lui dit ouais, fais gaffe, il y a les pires malfrats de la planète là-dedans, donc... mais je sais pas, c'est juste une ambiance, une impression, il n'y a pas besoin que ce soit logique pour autant. Mais c'est surtout à cause de cette scène où Cassian Andor abat le garde survivant. Bon, il a pas fait exprès de buter le premier, mais il tue le deuxième un peu de sang-froid par pragmatisme. Cassian shot first, hein, voilà, sur le plan, je trouve ça classe. Bon, l'autre en face, il tire avec son arme, donc c'est un petit peu facile de tirer le premier. Et donc j'imagine que c'est surtout à cause de cette scène que les commentateurs parlent d'une série plus adulte, plus noire, plus dark, plus... Ça nous montre surtout... un héros qui a des choses à se reprocher et des antagonistes plus humains, et ce sont ces deux meurtres qui vont précipiter le reste des événements et bien sûr l'entrée de Cassian dans la Résistance, puisque c'est ce qui va le faire être repéré par un des chefs de la Résistance, on imagine. Faut pas dire la Résistance, c'est la rébellion dans Star Wars. Je vais dire la Résistance pendant tout le long, hein. Jetez-moi des tomates numériques. Et boum, on bouge sur Ferrix, toujours sur le système Morlani. Alors est-ce que c'est un rapport avec Morlana One, ou est-ce que c'est juste, voilà, il y a une lettre de différence, mais on n'avait plus d'idée, mon copain, pour nommer les systèmes stellaires. Bon, je pars du principe que c'est dans le même système. Au moins on voyage un petit peu, bon, on verra que ce sera les deux seules planètes finalement qu'on verra, avec justement Kenari. Par contre, qu'est-ce que c'est que ce droïde Echo Plus, les gars? Attends, le mec il se fait tellement manquer de respect qu'il y a, je sais pas, une sorte de space facochère qui lui pisse dessus. Bon, il va lui mettre un petit coup de jus à la R2, mais tout de même, c'est comme ça qu'on introduit le personnage. Vous voulez vendre des produits dérivés de ça? Ce droïde Bitsuimo, je ne sais pas comment faut le prononcer, en tout cas il est surnommé Bee, comme les abeilles, et bah, c'est celui de Cassian, justement, et il correspond bien à la vision futuriste mais rapiécé propre au Star Wars. Donc on dit oui, je vois rien de Star Wars, encore une fois Dirty Tommy qui disait ça. Si, il y a plein de codes qui sont respectés, c'est simplement ça nous met pas dans la gueule certaines rêves qu'on attendrait. Par contre, what the fuck, le dialogue mentir consomme plus d'énergie depuis quand en fait? J'aimerais qu'on nous explique ça. Ensuite, on a la scène avec les crypto-flics qui est plutôt cool. Bon, en réalité, c'est un service de sécurité privé. Alors, ils enquêtent justement sur les gardes que Cassian a abattus. Et alors, ce que j'aime bien, c'est que déjà, le vieux joue bien. Dans cette série, surtout les vieux qui jouent bien. Vous me direz, forcément, ils ont plus d'expérience, hein, les acteurs. Et ce que j'aime bien, c'est aussi son personnage. C'est le commandant de la base, mais il veut pas faire de zèle. Ouais, c'est bon, laisse couler, allez, classe le truc, c'est un accident. Ça nous arrange que ce soit un accident en termes de statistiques en plus. Toute la base, hein, elle a un petit peu cette mentalité. Il y a que le mec de gauche qui nous rappelle un peu le mec de la post-logie, là, le mec qui s'oppose à Kylo Ren. Bon, je vais retrouver son nom, sinon vous allez me tracher dans les commentaires. Le général Hux. Ça y est, vous êtes content? Bon, il y a lui, un autre officier qui, voilà, il faut absolument mobiliser toutes nos forces pour résoudre cette énigme, pour résoudre cette enquête. Bon, voilà. Tous les autres, globalement, ils s'en battent les couilles dans la base. Ok pour les flashbacks de Cassian et go pour le côté Peter Pan. Par contre, est-ce que vous pourriez tout de même nous traduire les dialogues, parce que c'est quand même de longues séquences dans une langue que l'on ne connaît pas. Où est-ce qu'ils sont les sous-titres? Wesh les Goonies, comment ça se passe en fait? Et pourquoi il n'y a pas d'adultes dans votre crew? On va tellement rien nous expliquer qu'à un moment je vais même douter qu'il s'agit réellement de flashbacks de l'enfance de Cassian. C'est peut-être juste moi qui commençais à décrocher parce que les épisodes ne m'intéressaient pas de ouf, en tout cas pour les deux premiers. Et justement, on passe directement au deuxième. Ici on a un premier cadre plutôt sympa au début de l'épisode 2. Alors est-ce qu'on est en train de détruire leur sorte de forêt d'émeraude? Ça me fait aussi penser à ça, pour faire des mines vraisemblablement. Alors j'aime bien l'agencement comme ça, pyramidal de ces mines. Bon, alors c'est censé être moche dans le paysage puisque ça vient détruire l'environnement, mais je trouve que ça rend plutôt bien. Trouvaille un peu chelou de cet épisode, en guise de clocher, les mecs ils ont
un musicien forgeron, je sais pas, on dirait les deux. Qu'est-ce qu'il est en train de marteler? T'es en train de forger une épée, t'es en train de sonner l'heure, t'es en train de faire de la musique. Est-ce que vous avez pas un moyen d'automatiser votre bordel? Bix qui semble être au centre d'une sorte de triangle amoureux entre son collègue Tim, je crois, je suis pas sûr, qui semble passablement aux effets. En tout cas, c'est l'impression que j'avais à ce moment de l'épisode 2, et Cassian qu'elle est dans Loose Day. Alors, il est pas dit formellement qu'elle a envie de se taper Cassian, mais on voyait un moment dans la cantina, justement, avec Tim qui espionnait, où elle avait la main sur la sienne, en mode un petit peu complice, un petit peu... visiblement, il s'est déjà passé des trucs. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi vos théories dans les commentaires. Encore une composition assez cool ici, la monotonie désertique de la planète qui n'est interrompue que par les machines qui émergent ça et là dans la brume, peut-être la brume qu'elle-même occasionne, qui sait. Et alors, je me demandais à quoi servait le bâton du personnage, il s'avérera que c'est une sorte d'arme. Alors, je sais pas, une lame qui est dissimulée dans une canne, ça a pas l'air d'être un truc ultra technologique, à part que ça se replie, ça se télescope assez rapidement, visiblement. Et je sais pas, ouais, j'aime bien le manteau, le truc, les plis que fait le vent dans le manteau du personnage, qui est plutôt ample. Ça donne un côté un petit peu tableau à la scène, que je trouve plutôt stylé. Flashback de l'assaut des Goonies sur le vaisseau qui s'est écrasé. Alors avec encore un officier de vivant qui... alors est-ce qu'il va tuer la personne qu'on voit? Est-ce que cette personne c'est justement la sœur de Cassian qu'il recherche quelque part? D'où est-ce qu'elle a survécu? C'est sûr qu'il n'aura pas l'occasion lui-même de le vérifier si elle était vivante, vu qu'il va s'aventurer tout seul dans le vaisseau et qu'il va être séparé de son groupe. That could be the reason why. Kenari, justement on l'apprend dans l'arc du présent, qui serait une planète interdite par décret impérial, enfin ça on en est sûr, mais c'est la raison de cet abandon, l'empoisonnement de la planète. Est-ce que c'est un vrai bail? Est-ce que c'est encore un mensonge des impériaux? Et dans ce cas-là, pour cacher quoi? Alors le deuxième zélé des forces de sécurité, justement, le voici. C'est pas des méchants au sens manichéen, ils font leur boulot de leur point de vue, ils viennent de subir 2 meurtres dans leur rang et ils veulent élucider ça. Et vous, si vous aviez 2 collègues qui venaient de mourir, est-ce que vous direz pas c'est qui les FDP qui les ont tués? Vous voudriez aussi les choper, j'imagine. Alors l'inspecteur qui a une petite fantaisie à un moment à son supérieur, il lui confesse qu'il a modifié son uniforme. Bon voilà, ce sera le seul développement de personnage qu'on aura jusqu'ici à son sujet. Ici, hashtag déception, le futur ressemble au RERB à une heure de faible affluence. Alors oui, bon, m'emmerdez pas, je sais, Star Wars c'est il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, donc ça n'est pas le futur, mais vous avez compris ce que je veux dire, ou pas. On finit la review de l'épisode 2 par un plan sur cette ville, ouais, qui est assez vaste, donc c'est impressionnant, mais si on regarde le détail, les maisons, des fois, elles semblent dupliquées numériquement, ça, on dirait que c'est le même modèle. Vous allez me dire, il y a des quartiers où c'est le cas IRL, hein, mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait un peu maquette ici. Est-ce que ça fait ça qu'à moi? J'aime bien le cadre introductif de cet épisode 3, un peu comme une sorte de hublot technologique sur une nature verdoyante qui potentiellement va finir par se faire cramer si la planète est empoisonnée. Mais voilà, il y a quelque chose de cool. C'est pareil avec le premier plan qui est complètement plongé dans l'obscurité. À mesure qu'on avance, on a de plus en plus de lumière jusqu'au voilà, au jaillissement de lumière finale. Bon voilà, ça sert à rien de suranalyser, mais j'ai bien aimé. Attendez, cette personne est noire? C'est pas juste moi, on l'a tous vu. Le seul noir que je pouvais tolérer dans l'univers de Star Wars, c'est à la limite Lando Calrissian, parce qu'à l'époque, on m'avait pas encore expliqué que c'était super mal de voir des minorités dans les fictions et que ça les gâchait nécessairement, systématiquement, dans 100% des cas. Donc, dans cette scène, on a un noir, un mini-mexicain de l'espace qui casse tout, une femme et un droïde. C'est une minorité, les droïdes? Je sais pas, mais au secours! Remettez tout de suite des hommes blancs, s'il vous plaît! Bon, ok, je mets le mode fan de psychodélique radicalisé en off pour le moment. Sur ce plan-là, on a des cool lumières. C'est dommage, je peux plus sur le sampler enlever la caméra facilement, voilà. J'imagine que c'est pas des lumières naturelles, ça pue quand même un petit peu les projecteurs qui ont été placés à l'extérieur. Mais voilà, là on a vraiment le côté... c'est même pas le futur vétuste dont parle le joueur du grenier, là c'est vraiment juste une usine à l'abandon. En soi, IRL, vous vous y baladeriez, vous trouveriez ça moche, mais filmé de cette façon, il y a quelque chose de étrangement beau, je trouve. Alors ici j'aime bien parce qu'il y a les mecs de la sécurité qui passent et tous les marchands ou tous les badauds, en tout cas toutes les personnes qui semblent habiter là, ils sont tous en train de taper dans un truc en métal, ding 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 ding, en les regardant de façon stressée à leur approche.
J'arrive pas à comprendre comment ils peuvent y voir autre chose qu'un signal d'alarme vraiment pété, mais en même temps, il y a un forgeron qui dit quelle heure il est, donc moi je renonce à comprendre la logique de cette ville. Mais à quel moment ils ont pu penser, voilà, que les mecs qui tapent dans du métal, ce serait de l'intimidation? Ils rajoutent, ouais, c'est du bluff derrière. Mais ils bluffent de quoi? Ils tapent sur des trucs... Est-ce que vous avez compris cette scène? Moi, non. Et bah, rip le triangle amoureux, hein, du coup. Alors ça donne une raison de se battre à Bix, hein, qui semblait être plus attachée à lui que je ne l'aurais cru. Alors attachée sans jeu de mots, parce qu'en plus elle est menottée au mur, la pauvre. Donc il y a son mec qui vient de se faire dessouder, et tiens, on va te laisser attaché au mur devant son cadavre, jusqu'à nouvel ordre. Faut dire que le mec s'est littéralement suicidé, hein. Il a choisi de trahir puis de se racheter, alors de façon très stupide et inutile certes, à la dernière seconde. On lui fait première sommation, deuxième sommation, le mec court vers les mecs armés en étant désarmé. Bonne stratégie. Remarquez, je dis ça, leur police a l'air d'être moins bourrine que la police française, hein, parce que là sur le coup ils peuvent vraiment dire bah on a fait les 2 sommations et ils peuvent se prévaloir de la célèbre jurisprudence « Attention, ils foncent sur nous !» Là c'était littéralement le cas. Ici je fais un arrêt sur image, non pas que le plan soit si beau que ça, mais on a rarement vu ce genre de décor dans Star Wars jusqu'ici. Alors je sais pas si c'est des briques, enfin vu l'épaisseur on dirait plus des sortes de tuiles plates empilées, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne du coup plutôt bien, visuellement, en tout cas ça change. Et ça ne plaît pas à Dirty Tommy. Et on finit cette review avec un plan à la Star Wars iconique, hein, parce que si, il y a du Star Wars là-dedans, avec la caméra qui vient suivre le décollage du vaisseau qui fonce vers l'atmosphère et qu'on cadre vers la fin en contre-plongée. Alors j'aime bien la couleur du ciel, la saturation en lumière en haut à gauche, le mélange entre le jaune, le bleu et le vert, avec une lisière un petit peu brumeuse sur la ligne d'horizon, qui fonctionne plutôt bien, sans être à se taper le cul par terre, évidemment. Et du coup, je vous propose qu'on repasse en voix off, puis avec mon appareil photo, parce que là c'est la webcam, c'est pas très joli, histoire de faire une conclusion. Endor ne joue pour le moment pas la carte du fanservice ultra référencé, et c'est tout à son honneur. Présenté comme plus sombre et plus adulte que le reste des productions Star Wars par Disney, il est pour le moment surtout moins manichéen. Montrer la résistance à l'Empire peut être intéressant, mais l'entrée en matière est un peu longuette. Ni franchement contemplative, ni résolument passionnante, cette lente introduction n'est pas non plus horrible à suivre. Attendons la semaine prochaine. Je mets donc la note provisoire de « bah ça peut pas être pire qu'Obi-Wan sur 20 ». Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? La section commentaires est là pour que vous vous exprimiez. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez si vous avez apprécié cette review en ma compagnie. Je vous dis à très vite. C'était Daimon.